Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Eh bien le bonjour mes très chers amis ruralistes, salut à tous et à toutes et bienvenue sur Rural Hammer, le seul et unique podcast du Wargame à l'ancienne et du Warhammer bien de chez nous, animé par votre serviteur fidèle, Brother Maxou, qui ne part pas en vacances cet été, donc ça voudra dire un podcast toutes les semaines, du moins je l'espère. Bon, on se retrouve au sein d'une actualité brûlante, hein, c'est pas la première fois que ça arrive. Nous pleurons cette belle Gironde qui part en fumée, et pour ma part, ce climat, cette actualité un peu angoissante, il y a des facteurs aggravants quoi. C'est que je vois tout le monde continuer dans la petite guéguerre des partis. C'est la faute de la droite, parce que la droite, c'est la politique de l'autruche ces 30 dernières années. C'est la faute de la gauche, parce que... Putain, mais arrêtez ça, quoi. En fait, stop. J'en peux plus. Honnêtement, je n'en peux plus de voir ça. Je n'en peux plus de voir les gens se renvoyer la balle. La vérité, c'est que c'est de votre faute à tous. Vraiment à tous, quoi. Face à ça, il n'y a plus, en fait, de parti. L'écologie, c'est ni de gauche ni de droite, les gars. Là, on va se démener, en fait, pour ne pas brûler vif, si vous voulez. Donc, si pour vous, en fait, les clés... quelque part de cette catastrophe, ça se trouve chez Greta Thunberg ou dans l'Empire Bolloré, mais en fait arrêtez tout, vous servez à rien là, c'est pas avec vous qu'on va réussir, hein, clairement. Donc au lieu de pointer du doigt, tendez plutôt la main, parlez avec ceux que sont censés être vos ennemis politiques, hein, ceux que vous insultez copieusement sur les réseaux sociaux. On voit de plus en plus de politiques de délation, hein, dans tout ça. Moi, ça m'horrifie complètement. Parlez aux gens, en fait, et vous vous rendrez compte que vous êtes d'accord sur 80% des sujets avec eux. Et moi, là, je vois le pays brûler, et je vois les gens s'enfoncer dans cette guéguerre des partis, mais au secours, quoi. Au secours, comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? La solution, elle est ni électorale, ni politique, ni rien en vérité. La solution, c'est vous. Et on le voit de toute manière quand vous voyez ces agriculteurs là qui partent devant les flammes. Et ça importe vraiment en fait ce que votent ces gens-là, vous croyez ? Non, ils font le job en fait. Ils agissent pour le bien commun. Quand t'es pris à la gorge comme ça, en dernière instance, en fait, on s'en fout. On s'en fout de ce que tu penses, pour qui tu votes et tout. Non, on s'en fout. Donc, si vous voulez véritablement aller de l'avant, il va peut-être falloir oublier un peu cette petite guéguerre, cette petite scène de théâtre politique où tout le monde s'affronte sur ce qui concerne peut-être 10% des sujets. C'est la scène de théâtre, c'est celle-là même qui est orchestrée par nos élites, celle-là même sur laquelle vous vous affrontez ouvertement, des débats publics en ligne, hein, toujours bien sûr. Les débats publics, c'est toujours en ligne. Face à face, on assiste moins souvent à ce genre de choses, on va pas se mentir. Bref, concernant les problèmes de ce genre, les problèmes de finalement notre terre qui brûle, écoutez uniquement les spécialistes en vérité. La science, les ingénieurs. Il y a une grande différence entre l'écologisme et l'écologie. D'un côté, c'est le dogme. De l'autre côté, c'est la raison. Il serait peut-être temps d'écouter un peu votre raison. Et si je me réfère à l'univers de Warhammer 40 000, il serait peut-être temps d'agir pour le bien suprême, comme on en a parlé il n'y a pas longtemps avec Jadot concernant l'Empire Tau. Peut-être que devant tout ce bordel, on ferait mieux quelque part d'agir comme des taux. Donc c'est pas dire, ça veut pas dire d'allumer tous ses adversaires à longue distance à coups de railgun. Non, dans une première étape, dans la première étape de la démarche qui consiste à améliorer notre futur, c'est peut-être tout simplement tendre la main. Alors oui, ça peut avoir des effets
assez désastreux, comme quand la caste de l'eau a tenté de négocier avec des tyrannides ou des Eldar noirs. Mais en fait, ce premier geste, il est le plus important, quoi. Il est le plus important réellement. Donc, stop les guerres puériles, là, la petite scène de théâtre politique. Arrêtez tout ça, arrêtez de regarder des médias de merde aussi, ça peut aider. Bref, j'étais énervé. Voilà, je le suis moins. Je suis moins énervé. Et c'est à mon tour de vous tendre la main pour parler évidemment d'un tout autre sujet, car ça ne vous a pas échappé, nous sommes dans un nouvel épisode de la rubrique Beauté et bien-être. Bref, on passe du coq à l'âne. Aujourd'hui, on va parler de beauté. On va essayer de créer de la beauté dans ce monde. Ça aussi, ça peut être une très bonne première étape pour se bâtir un avenir commun où tout le monde sera un petit peu plus apaisé. Je le suis désormais apaisé, donc commençons sans plus attendre cet épisode nommé La peinture sans pinceau. Alors, ce truc-là, il fallait bien que je vienne à en parler un de ces jours, de la peinture sans pinceau. Vous êtes au courant parce que vous regardez du contenu peinture à peu près tous les jours, hein, comme moi, j'ai envie de dire. On le voit de plus en plus, le monde de la peinture est en plein boom. Ces 10 dernières années, il y a eu énormément de choses qui ont fait progresser la peinture à tous les niveaux, à la fois en accessibilité, à la fois en durabilité, en facilité d'application. On a tout un tas de nouvelles formules de peinture, de nouveaux outils qui vont avec. Et il y a des petites modes également qui se dessinent parmi tout ça. Parmi ces modes, on en voit pointer une, j'ai envie de dire, qui dépasse sans doute toutes les autres. C'est celle-ci, c'est la mode de la peinture sans pinceau. Et nous allons le voir ensemble, ce n'est pas seulement une mode, c'est une manière un peu de réorganiser sa manière de peindre, de réinventer un petit peu son process. Donc, la peinture sans pinceau, c'est un phénomène de plus en plus répandu. Donc, on peut se poser la première question. La première question, c'est sans doute pourquoi. À vrai dire, on peint des figurines, le pinceau est censé être notre première arme. C'est tout simplement l'outil le plus adapté pour peindre des trucs petits. Donc, pourquoi on voit de plus en plus de gens se passer de cet outil au demeurant indispensable? Donc, pourquoi peindre sans pinceau ? Première raison d'entre elles, je n'ai pas fait de hiérarchie particulière. Une des premières raisons, ça va concerner la substitution ou tout simplement la simulation d'un autre outil. On va en reparler plus tard dans cette émission, mais par exemple, l'usage d'un aérographe peut être simulé via des outils bien plus simples. Donc première réponse, c'est la substitution ou la simulation d'un outil existant qu'on n'a pas forcément envie de mettre en application. Deuxième réponse à la question, ça va être également pour gagner du temps. On va la voir, mais peindre sans pinceau, c'est souvent moins long qu'au pinceau. Troisième raison, ça va également concerner la texture du matériau qu'on va utiliser. Il y a des matériaux là-dedans qui vont être absorbants, spongieux, filandreux, un peu craquelés. Tout ça, en fait, ça amène des textures bien différentes de ceux des poils de pinceau. Et ces textures, elles vont avoir de vraies utilités sur le terrain. Et la dernière raison, et j'ai envie de dire la plus fondamentale de toutes, c'est parce que le pinceau, c'est chiant également. L'usage d'un pinceau pour faire de la peinture sur figurine, c'est immanquablement un moment d'extrême finesse, d'extrême détail, d'extrême application. Pour certains d'entre vous, ce truc-là, ça rime avec chiant. Et si l'option nous est donnée d'utiliser un outil de substitution pour échapper à quelque chose de chiant, naturellement, nous allons le saisir au vol. Mais bon, à ce titre, je dois en venir finalement au plus important de cette émission. Parce que là, on va parler uniquement de techniques de filou, de techniques de truand, finalement, pour peindre ces figurines. Gardez à l'esprit que toute cette truanderie dont on va parler ne doit jamais vous épargner d'apprendre et surtout utiliser
le sacro-saint pinceau. On parle de peinture sur figurine, merde. Le pinceau demeurera toujours votre premier outil. Donc ça c'est quelque chose que j'ai pu noter via mes fréquentations dans les diverses associations qui gravitent autour de moi, ou même au studio de formation de peinture, ruralameurstudio.fr, les amis, n'oubliez pas. J'ai vu plusieurs fois ça, en fait, c'est que il y a des gars qui vont apprendre assez sérieusement en fait toutes ces techniques de truand pour peindre sans pinceau, mais en occultant l'apprentissage du pinceau même. Ça, c'est une grave erreur. À vrai dire, quel que soit votre exercice de la peinture sur figurine, même si vous voulez faire de l'armée massive assez rapidement et tout, l'usage du pinceau, il est inesquivable. Vraiment inesquivable. Il n'y a aucun outil dont on va parler aujourd'hui qui vous épargnera, par exemple, une séance où il va falloir peindre des yeux, peindre des cuirs, peindre du tissu, etc. L'usage du pinceau, il doit demeurer en pôle position de vos préoccupations et donc de votre apprentissage. Donc finalement, moi, tous ces outils dont on va parler, de peinture sans pinceau, je les vois comme un bonus. Ils ne doivent en aucun cas en fait remplacer l'usage d'un véritable pinceau. Cependant, cet usage du pinceau, on va pouvoir le faire plus vite, le simplifier, le faire avec d'autres choses, donc il serait bien dommage de se priver pour autant. Mais bon, rappel fondamental à l'ordre, parce que j'ai vu cette dérive en fait de plus en plus ces dernières années. Ne sous-estimez pas le pinceau, surtout pas. Ne commencez pas à avoir des techniques poussées de peinture sans pinceau, sans en avoir domestiqué l'outil le plus fondamental, quoi. Vraiment, le pinceau doit demeurer au cœur de votre action dès lors qu'on parle de peinture sur figurine. Bon entamons tout de suite la valse en fait des outils pour peindre qui ne sont pas des pinceaux. Bon, cependant, vous allez le voir dans cette émission, je triche un petit peu quand même. Bon, le premier d'entre eux, on va parler du plus naze, il s'agit tout simplement des bombes aérosols. Les bombes aérosols, j'en ai parlé moult fois dans diverses émissions de la rubrique beauté et bien-être. Bon, ma pensée à ce sujet, c'est tout simplement que c'est du caca. La bombe aérosol, c'est tout simplement le pire outil pour peindre des figurines. Donc c'est de la merde, mais dans le doute, prenez toujours du Citadel par pitié. Les autres marques, on en pense ce qu'on veut, mais je ne connais personne ayant esquivé en fait des mésaventures liées à d'autres marques, y compris parmi les autres marques qui ont quand même plutôt bonne presse. Il y en a pas mal qui se satisfont des bombes aérosols de chez AK Interactive. Cependant, j'en ai vu parmi cette marque-là qui ont solidement dégénéré. Citadel, ok, c'est les plus chers. Mais c'est aussi les meilleurs. Il n'y a pas photo. Honnêtement, je les ai toutes eues entre mes mains. Les bombes à aérosol, il y a des trucs à fuir impérativement. N'achetez jamais d'aérosol Army Painter, par exemple. Chez Valero, ça casse pas des briques non plus, à vrai dire. Bref, Citadel, c'est quand même le choix d'une certaine sécurité. Cependant, cette bombe, enfin cette sous-couche, généralement, on parle de bombe pour faire de la sous-couche. Cette sous-couche projetée à l'aérosol, elle a de multiples défauts. Déjà, on va parler d'une grosse tartine de peinture qui va former en fait immanquablement, que vous le vouliez ou non, une surface en fait poreuse. L'épaisseur de peinture est telle en fait qu'elle implique tout simplement un degré de porosité supérieur. Donc cette porosité, elle peut avoir des conséquences par la suite dès lors que vous allez appliquer par-dessus en fait des peintures très liquides comme par exemple les shades ou les contrastes. Ces surfaces sous-couchées en fait à l'aérosol, elles sont spongieuses et elles vont absorber beaucoup plus facilement ce type de peinture shade. Par exemple, si vous mettez un Null Oil sur une figurine basé en grey cire, par exemple le gris clair de chez Citadel, vous vous rendrez compte à l'œil nu, le gris, il va boire énormément de ce Null Oil. Et pour faire le comparatif, en fait, il n'y a rien de plus simple, il suffit de comparer avec une sous-couche qui a été faite à l'aéro. Donc à l'aérographe, on applique des sous-couches en fait d'une espèce de formule de peinture qui inclut également du polyuréthane. Ce polyuréthane, il va avoir tendance à lisser
la surface de votre figurine et en plus une couche de peinture qui sera infiniment plus fine que lorsque vous faites ça à l'aérosol. Et donc on le voit, quand on implique par exemple un Noon Oil sur un gris clair, et bien le gris clair il demeure immaculé et ça va être très facile ensuite de virer par exemple le cumul de matière avec un peu d'eau, chose qui vous sera assez interdite avec une sous-couche aérosol. Donc ça, j'en ai fait les frais moult fois et j'en fais actuellement encore les frais. Par exemple, là, mon décor Tomb World, le set Board in Action Necron, je l'ai sous-couché à l'aérosol, tout simplement par facilité. J'ai pu faire ça en 1 heure alors qu'à l'aérographe, ça m'aurait pris une journée. Je me rends compte ensuite, lorsque je passe mon panel liner, que la surface boit beaucoup plus le lavis que sur les parties que j'ai faites à l'aérographe. Donc, immanquablement, on aura une surface spongieuse. Et après, je comprends qu'on procède encore à la sous-couche citadelle. À vrai dire, je l'ai fait de nombreuses années également. Si vous voulez avoir un exercice de la sous-couche aérosol particulièrement détendu, il y a une seule chose à faire, les gars, c'est qu'il faut lire la notice. Sur ces bombes de sous-couche citadelle, il y a une notice, ça va vous prendre 1 minute 30. et si vous faites tout bien comme c'est écrit, vous n'aurez pas de problème. C'est-à-dire la bonne température, faire gaffe au taux d'humidité dans l'air, procéder par courte vaporisation, procéder également en respectant les distances de votre figurine, parce qu'en fait, au moindre faux pas avec les bombes de sous-couche, c'est punitif directement. Et quand je parle de cumul de matière qui forme quelque part une espèce d'opercule spongieux autour de votre peinture, ça c'est dès lors que vous rapprochez la bombe un peu trop près du support. Immanquablement, cumul de matière, cumul de peinture, spongieux. Tout simplement. Donc, pour un exercice détendu, par pitié, lisez la notice. Moi, ça me rend fou, en fait, quand sur les Discord, je vois des petits jeunes arriver avec une sous-couche, mais complètement merdée. Ils posent toutes les questions du monde, alors que probablement, ils n'ont sans doute même pas lu l'étiquette. Quand tu achètes une bombe de peinture plus de 15 €, j'estime que lire la notice, tu vois, voilà, c'est legit en fait. T'as payé cher, donc fais-le, tu vois. Rentabilise ton achat. C'est comme quand t'achètes un CD, un album CD et que tu feuillettes le livret. Là, c'est pareil, les gars. Lisez bien la notice et vous allez drastiquement diminuer le taux de galère conjointement à votre exercice de la sous-couche par aérosol. Donc voilà, je n'en dirai pas plus sur ces fameuses bombinettes. Moi, globalement, je n'y touche plus, sauf quand il s'agit de peindre du très gros. Et pour le très très gros, du genre des sets de décors entiers en PLA, là, je vais voir carrément vers d'autres sphères et je vais carrément me procurer en fait des bombes de graffeur, quoi. Vraiment, les bombes de street art. Alors là, certes, ça dépose une méga couche de peinture, mais on s'en fout. C'est du décor, c'est du PLA. Et en termes de revêtement, là, on n'a pas vraiment le problème de texture spongieuse, très bizarrement, alors que ça applique une sacrée tartine. Mais à vrai dire, dans ce genre de peinture, il y a également un peu de vernis. Du coup, le vernis forme une couche de protection supplémentaire qui va en plus faciliter l'écoulement de vos peintures les plus liquides. Donc pour les décors, n'hésitez pas à aller carrément vers le low cost, à aller vers des marques en fait de bombes, de graffeurs, ça fonctionne très bien. Je sais que pour les gens qui vont chez Action, moi j'arrive pas, désolé, j'arrive pas à pénétrer dans ce lieu maudit du commerce mondialisé, mais en tout cas apparemment les bombes de chez Action fonctionnent très bien pour ce type d'exercice aussi. Donc si vous avez le cœur bien accroché et qu'affronter le commerce mondialisé ne vous fait pas peur, les bombes de chez Action peuvent également être une solution très peu onéreuse, il paraît. Bon, un deuxième outil de peinture sans pinceau, on va parler des brosses. Alors là, voilà, est-ce qu'une brosse c'est un pinceau au juste? À mon sens, non. En fait, ça en est un. Voilà, il y a un manche, il y a des poils au bout. Techniquement, c'est un pinceau, mais il diffère radicalement avec le pinceau dans sa forme en fait à laquelle on est habitué, c'est-à-dire un petit manche en bois avec une pointe très fine au bout. La brosse, c'est tout le contraire. Une brosse, en fait, donc là, vous en avez de tailles diverses et variées. C'est un gros sac de poils qui va nous servir à faire un mouvement de brossage et qui va s'appliquer pour des surfaces étendues. Donc, parmi les exercices qu'il est possible de faire avec une brosse, le premier d'entre eux, le plus connu, c'est tout simplement le brossage à sec. Une des techniques les plus répandues
en peinture sur figurine avec de nombreux usages et de nombreuses habitudes, mais à mon sens également énormément de mauvaises habitudes, mais surtout de mauvais gestes. En vérité, il y a un énorme problème avec le brossage à sec, c'est que la plupart des gens font ça pour être plus rapide, alors que de mon point de vue, le brossage à sec, c'est une des disciplines de peinture les plus longues qui soient. Tout simplement parce que comme il est dit dans le titre, brossage à sec, votre pinceau, il doit être absolument sec. Et par sec, j'entends, il n'y a quasiment plus de peinture dessus. Et quand on respecte cette consigne-là, on a des brossages à sec très fins, mais qui vont nous prendre également énormément de temps. Et donc là, on rentre dans une des erreurs que je croise le plus souvent en peinture sur figurine, c'est tout simplement le brossage à sec avec un pinceau qui ne l'est pas. Donc là, vous connaissez en fait les symptômes de cette maladie, c'est des surfaces qui sont marquées par une texture poudreuse, c'est tout simplement un rendu très grossier globalement, voilà, c'est la manière la plus simple de le dire. On le voit surtout dans les exercices qui nous sont parfois vendus comme le slap shop, un slap shop fait à l'arrache. C'est une figurine toute poudreuse et toute crade. Donc en vérité, le brossage à sec, dès lors qu'on respecte vraiment une quantité de peinture absolument minime sur les poils de son pinceau, voilà, c'est très long. Le rendu, il va être très fin, très beau, mais là encore, ça dépend ce qu'on va peindre. Mais c'est un exercice de peinture très très long, le brossage à sec. Alors que je vois finalement tout le monde choisir cette option parce que ça va vite. Si ça va vite, c'est tout simplement que vous le faites mal, ce brossage à sec. Je n'ai pas d'autre jugement que celui-ci. Donc il y a une petite erreur d'appréciation très globale concernant le brossage à sec. Mais on peut également parler de ce que pourrait être un brossage tout court, c'est-à-dire utiliser une peinture normale, diluée, avec tout simplement un pinceau qui soit une brosse. Ça les gars, c'est potentiellement très utile pour faire du grossier, la peinture à la brosse. Ça a en fait pas mal de champs d'application. J'ai en souvenir une vieille émission, c'était un C'est notre projet Orc, il me semble, où je vous conseillais par exemple de peindre vos véhicules de culte de la vitesse en rouge au-dessus d'une grosse carcasse métallique rouillée. Finalement, c'était dans l'usage, c'était dans l'idée que j'avais comment finalement un orc bricole son véhicule. Il assemble tout un tas de tôles qui est dépouillé au maximum, parce que c'est juste d'une grosse carlingue toute rouillée, et ensuite cette carlingue, il va la peindre lui-même en rouge avec une grosse brosse. Et là, un orc qui peint, naturellement, on s'attend à ce que ce soit pas du Léonard de Vinci, évidemment. Donc là, on est vraiment dans un exercice de niche, mais là, typiquement, la peinture à la brosse, elle pourra être utile. Et si vous faites le choix, par exemple, de très peu diluer votre peinture, là, vu que sur une brosse, on parle de poils durs, eh bien, vous allez les voir, en fait, vos traces de poils. Et là, en termes de simulation, ça donne très bien l'idée d'un orc qui aurait peint ça brutalement. Mais bon, voilà, là c'est un exemple vraiment très particulier. Mais très globalement, peindre avec une brosse, avec une peinture normale, tu vois, diluée, comme on le ferait pour appliquer une base normalement, c'est utile, en fait, dès lors qu'il s'agit de dégrossir. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'en reviens toujours aux orques, mais il n'y a pas longtemps, j'ai peint, en fait, toute la peau de mes orques en bleu pour ensuite y faire un zénithal de blanc. Le bleu et du blanc, ça rend très bien dès lors qu'ensuite j'applique une peinture contraste verte. Par transparence, voilà, on a un vert un peu bleu dans les ombres, ça rend mortel. Typiquement, cet exercice-là, où il s'agissait vraiment de tartiner une figurine grossièrement en une seule couche, eh bien, j'ai utilisé une brosse. Donc pas très grande, parce qu'il faut quand même que je puisse viser correctement un visage, un bras, une jambe, etc. Mais là, en fait, une bonne grosse couche de bleu un peu diluée à la brosse, partout, en une couche, j'ai une peinture bien homogène, une bonne grosse tartine de bleu. Donc dès lors qu'en fait, on est dans quelque chose, une peinture dégrossissante. Là, en fait, j'étais dans un aplat qui ensuite allait se faire couvrir. On n'est pas obligé de faire dans la finesse. Et pour tout ce qui ne se fait pas dans la finesse, eh bien, une brosse, ma foi, c'est parfaitement adapté. Et donc, là, on a tout le choix des armes du monde. On a des brosses en poils naturels qui sont pas d'une grande utilité. On a d'innombrables brosses en poils synthétiques, évidemment.
il y a tout simplement plein de trucs à faire. Mais pour moi, une vraie brosse, c'est-à-dire une brosse pour faire du brossage à sec, c'est avec des poils très durs. Une brosse, c'est à poils très durs. La coupe à la brosse, on mettait du gel, tu vois, pour ressembler à Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2. Quand on voulait se faire une brosse sur la chautron, on se dressait les cheveux vers le ciel et on mettait du gel. On voulait que ce soit dur. Bah là, c'est pareil pour un pinceau. Les brosses à poils durs, moi, c'est ce que je préfère. Et en termes de brossage à sec, je trouve que c'est ce qui donne les meilleurs résultats. Parce que depuis, on a vu émerger pas mal de nouveaux types de brosses et la plus célèbre d'entre elles, finalement, ce n'est plus vraiment une brosse, c'est tout simplement un pinceau à maquillage. Donc en gros, c'est une brosse en forme de rond, avec des poils très doux, contrairement à une véritable brosse qui est plutôt en poils très durs, hein, très secs. Et on voit de plus en plus de gens utiliser en fait ces pinceaux pour maquillage. Donc c'est des pinceaux à blush, hein, si vous voulez. Voilà, vous tartinez un peu de poudre sur les joues avec ce genre de pinceau. Bon là, c'est un domaine où mes compétences sont maigres, mais sachez que les parallèles avec la peinture sur figurine sont assez nombreux, comme je peux le constater tous les matins dans la salle de bain. Bref, fin de la digression, mais voilà, ce nouveau type de pinceau à maquillage, il est utilisé par beaucoup pour faire du brossage à sec. Alors, est-ce vraiment une bonne idée? Là, en fait, j'ai pas d'avis sur la question. J'en ai testé tout plein, des brosses, des pinceaux à maquillage. Je ne vois pas vraiment dans quel domaine l'un est préférable à l'autre. Finalement, les pinceaux à maquillage avec leur forme ronde, enfin avec leur bout rond, hein, finalement, je les trouve plus adaptés pour brosser des surfaces très complexes. Tandis qu'en fait, une brosse avec ses poils bien durs, là, façon Arnold Schwarzenegger dans Terminator 2, là, en fait, on va plutôt aller chercher des arêtes très vives, des gros coins, de la machinerie, des arêtes finalement très dures. Dès lors qu'on va aller vers quelque chose d'un peu plus filiforme, quelque chose d'un peu plus courbe, le pinceau à maquillage, en fait, il va sans effort mieux épouser les contours de ce support-là. Donc, j'en ai pas un à vous conseiller plus que d'autres. Je pense que ça dépend tout simplement de la cible qui sera celle de votre brossage. Par exemple, si je voulais brosser intégralement pour faire un slap shop, par exemple, un thermagant, là, j'irais plus vers un pinceau, vers une brosse avec un bout rond, donc un pinceau de maquillage, parce que sans effort, il va épouser plus facilement en fait les innombrables petits rebords de cette figurine, au demeurant assez complexe. Par contre, si on me demande de faire de la machinerie, un sol en métal, des socles avec de la pierre, tu vois, en gros tout ce qui va être très minéral, très dur, avec des arêtes très saillantes, là j'irais plutôt vers une brosse à poils très durs, donc tout simplement une brosse conventionnelle. Et donc, si je devais un peu résumer l'exercice du brossage et ses nombreuses applications possibles, il y a plein d'écoles en fait. Là vous voyez par exemple des gens qui peignent de l'organique en brossage à sec. Ça, pour ma part, c'est jamais de la vie. Moi, le brossage à sec, en fait, je vais l'utiliser, et je vais même l'utiliser presque automatiquement dès lors qu'on va parler de tout type de structure sèche et non organique. Par exemple, du bois, de la pierre, des métaux, des minéraux, de la machinerie, et Dieu sait qu'elle est nombreuse au 41e millénaire. Bref, tout ce qui va être un peu mort finalement, tout ce qui va être minéral, non vivant, dur et sec, là évidemment je vais aller vers du brossage à sec qui à mon sens donnera toujours de meilleurs résultats que n'importe quelle autre technique. Par contre, par exemple brosser de l'organique, brosser des figurines à l'apparence humaine, ça moi je fais pas. Après, il y a énormément de gens qui le font et qui parfois même le font très bien. Spéciale dédicace à Antoine le métalleux qui peint tout au brossage à sec. Vous verriez sa Descorp of Krieg, elle est faite full brossage à sec, elle tue. Mais elle tue pourquoi ? Elle tue parce que le mec a pris son temps. Ses pinceaux, ils étaient infiniment déchargé de toute matière, il prend son temps, il fait un beau mouvement de brossage qui va uniquement du haut vers le bas. Quand on brosse, il faut garder à l'esprit que la lumière vient du dessus.
Voilà, quand c'est très bien fait, eh bien potentiellement c'est très beau. Mais moi, il y a un truc qui me bloque en fait dans l'exercice du brossage à sec. Je n'arrive pas à utiliser ça sur une autre texture qui ne soit pas morte en fait. Sur de l'organique, sur de l'humain, sur de la fantaisie, je fais un blocage. Je trouve tout simplement que c'est pas adapté et bah, je préfère largement prendre mon temps et reprendre mes bons vieux pinceaux à bout très pointu. Mais bref, les brosses, eh bien, pensez-y, ça peut vous sauver les miches plus d'une fois. Il y en a de toutes sortes, il y en a pour tout type d'application. C'est tout simplement un indispensable dans tout atelier de peinture qui se respecte. Venons-en maintenant à une autre matière. Cette matière, c'est la mousse. La mousse, tout simplement. La mousse. Alors, cette mousse, eh bien, c'est désormais un peu la nouvelle star du weathering et du battle damage. Bah, cependant, il y a une quête qui fut la mienne en vérité ces dernières années. C'est justement la quête de la meilleure mousse possible pour faire des poc-poc sur nos figurines. Et mine de rien, eh bien, c'est pas simple. Bon, cette star de la mousse, je l'ai trouvée. La mousse parfaite. Eh bien, croyez-moi les gars, il n'y a aucune mousse supérieure que celle qui était présente dans les blisters de figurines en métal de Games Workshop. Elle est merveilleuse. Elle est texturée, elle est aérienne, elle est décompactée, elle est revêche également, elle est déstructurée. Cependant, elle est désormais introuvable et pour ma part, j'ai complètement liquidé tous mes stocks. Donc, il va falloir bien qu'on trouve autre chose. Et du côté des fournitures, eh bien, depuis cette quête de la mousse parfaite, je n'ai pas trouvé mieux que les Weathering Sticks de chez Green Stuff World. C'est tout simplement un bâtonnet de mousse qui est enfoncé dans une espèce de paille en plastique. Donc vous voyez le concept, vous allez utiliser votre mousse, vous allez tapoter vos figurines pendant des heures. Ensuite, quand la peinture est sèche, on donne un coup de cutter, on enlève l'excès de mousse usée, on retape derrière la petite paille et on en sort un peu de nouvelle matière. Ces Weathering Sticks, ils sont tout à fait pratiques. La mousse, honnêtement, elle est super. Elle se rapproche pas mal de la fameuse mousse parfaite de Games Workshop des années 90. Cependant, on n'est quand même pas au même niveau. Mais honnêtement, c'est le meilleur substitut que j'ai trouvé. Donc ces petits sticks, honnêtement, ils sont très pratiques. Ils existent en plusieurs tailles. Ils coûtent franchement 3 fois rien. Donc pour moi, là, c'est devenu un petit indispensable, ces sticks de chez Green Stuff World. Mais bon, du coup, la mousse, comment ça marche ? Parlons un petit peu de l'application de ça. Donc, on va être en fait dans un exercice assez similaire au brossage à sec. C'est-à-dire qu'on va prendre de la peinture non diluée sur notre mousse. On va ensuite l'éponger, en fait décharger un peu de matière sur un support. Donc ça peut être dans un chiffon, sur un sopalin, sur une palette adaptée au brossage à sec. Ah, c'est vrai, j'ai oublié d'en parler, mais il existe des palettes de texture de brossage à sec. Et si vous avez l'occasion d'en essayer une, vous verrez que le rendu est bien meilleur que d'essuyer son pinceau dans un sopalin. Ça, idem, vous en trouvez chez Green Stuff World, ça coûte à peu près 5 €. Mais à vrai dire, n'importe quel morceau de plastique très texturé, en fait, fonctionnera très bien. Moi, parfois, j'utilise même des écorces de pin pour décharger mes pinceaux. Donc, bref, l'usage de la mousse, en fait, il va ressembler un peu à celui du brossage à sec. Peinture nature, pas de dilution. On éponge, on enlève en fait l'excédent de matière sur notre surface spongieuse, enfin mousseuse plutôt. Et ensuite, on va venir tapoter notre figurine avec ça. Et donc cette application, honnêtement, elle est plus précise qu'il n'y paraît. Et dans tout ça, en fait, il y a une règle d'or, c'est que cette mousse, lorsque vous l'appliquez sur votre figurine, il ne faut surtout pas exercer de pression sur elle. Si vous commencez à vraiment l'appuyer, cette mousse sur votre figurine, ça va faire un pâté. Immanquablement, ça va faire un pâté parce qu'il reste pas mal de peinture qui est emprisonnée au cœur de cette mousse et votre tapotage, en fait, il doit se faire vraiment avec une toute faible pression d'application. Si vous faites les bourrins, ce sera punitif directement. Donc généralement, ça se fait en tout petit mouvement de tapotage, en fait, en exerçant une pression minimale. Et c'est là que vont apparaître, en fait, les petits effets de mouchetage désirés. Des micro
points de peinture qui vont se déposer au fur et à mesure sur votre figurine. Donc là, évidemment, c'est un sentiment d'usure par rapport à la teinte que vous voulez. Si je prends un jaune bien pétant, typiquement un blindé Imperial Fist, un peu d'application de mousse marron, va donner très très efficacement un côté usé à cette peinture jaune, tout simplement une peinture jaune qui se sera fait éclater durant la guerre, des micro-éclats de peinture, en fait des tout petits bobos quoi. Et donc ça marche sur tout, ça marche aussi bien sur l'infanterie que sur du blindé. L'effet d'usure, honnêtement, avec une mousse, c'est très 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 facile dès lors que vous avez bien le geste qu'il faut avec très peu de pression appliquée. Mais bon, là, on va commencer à parler des dérives de la peinture sans pinceau. C'est que ces petits mouvements de mouchetage, c'est fatigant, c'est chiant, c'est long, c'est littéralement à l'échelle d'une armée entière, ça va être des milliers de petits gestes de tapotage. Moi, honnêtement, ça me gonfle, ça me lasse très rapidement. Mais voilà, c'est le prix à payer parce que si vous prenez votre temps, votre mouchetage, il sera très fin et il sera également très très beau. Donc, dans les idées en vrac par rapport au mouchetage, donc comme je vous l'ai dit, en fait, ça va être tout simplement pour texturer de grandes plaques d'armure. Ça peut se faire sur n'importe quoi, sur une armure de Space Marine, sur un blindé, sur les arêtes par exemple d'un véhicule. Donc les arêtes des véhicules, ce sont les éléments de ce véhicule qui sont le plus exposés aux dégâts. Les arêtes, c'est toujours ce qui est le plus exposé aux nombreux chocs. Là, sur les arêtes, évidemment, ça aura un effet béton. Autre idée de application en mouchetage, des petites éclaboussures de sang également. D'autre part, l'usure d'une peinture écaillée, les plaques d'armure qui auront vu beaucoup de pays, la patine d'éléments métalliques. En gros, dès que vous allez prendre une surface, donc souvent ça va être une surface minérale, en tout cas dure, dès que vous allez vouloir illustrer une surface comme ça dure, constellée de petits éclats en tout genre. Et ces petits éclats, ils donnent également très bien sur les armes. Une épée, elle n'est pas censée sortir du magasin, si tu veux. Elle est censée avoir connu d'innombrables coups, d'innombrables parades, d'innombrables esquives, des coups d'épée dans les murs, dans les cailloux. Tout ça, ça va être tout simplement des petits éclats de couleurs disséminés tout au long de cette lame. Là encore, l'exercice de la mousse, il sera radicalement efficace pour en fait illustrer tout ça. Donc moi, dans mon usage personnel, la mousse, je m'en sers absolument tout le temps. Et dans les autres idées, c'est que en fait ce mouchetage appliqué sur nos figurines, c'est un effet de texture. Et en fait, des effets de texture, on peut en fait les déformer à l'infini. Et par exemple, petite déformation de ce que peut être un mouchetage efficace, c'est par exemple sur les tissus. Finalement, les tissus, c'est un assemblage de plein de petites fibres, de plein de petits fils de coton ou de je ne sais quelle matière. Ça peut être tout simplement incarné par du mouchetage. Et une cape, par exemple, une belle cape rouge, un petit coup de mouchetage en montant dans des tons de plus en plus clairs jusqu'à aller vers de l'orange, ça fonctionnera très très bien. Donc là, il y a plein d'idées. Le mouchetage sur les tissus, ça marche mortel. Un tissu, par exemple, un peu beige ou kaki ou blanc qui aurait traversé les âges, un petit effet de mouchetage, en fait, vous donne ça. Vous donne le sentiment d'un tissu qui aura traversé le temps, qui est constellé de petites taches, de petits trous, tout simplement. Un tissu qui aura du vécu. Donc, pensez-y. C'est vrai que la mousse, en fait, globalement, ça va être du weathering sur armure et sur blindé, mais ça peut avoir plein d'autres utilités. J'ai vu des gars, par exemple, en fait, simuler un effet de constellation, tu vois, par exemple, sur une coque de motojet Eldar. Si on veut, par exemple, illustrer une galaxie c'est quoi? C'est 1 milliard de petits points de lumière. Mouchetage, les mecs, ça marchera très bien. C'est possible également de le faire à l'aérographe, mais avec une petite mousse, très accessible, très simple, très fun. Cependant, moi, c'est fun, mais pas au-delà de la demi-heure, quoi. Au bout d'une demi-heure de tapotage, j'en ai marre. En tout cas, nouvel outil, je sais pas si c'est véritablement nouveau, mais on le voit de plus en plus. Et honnêtement, on aurait bien tort de s'en passer.
Moi, finalement, avec le temps, il y a très très peu de figurines qui y échappent. Les dernières à y échapper, c'est tout simplement quand je peins des Blue Angel. Moi, mes Blue Angel, ils ont un rendu véritablement sorti de la douche. Là, je veux zéro dégâts. Donc, sur une figurine avec zéro dégâts, naturellement, on peut se passer de mouche-tâche. Mais honnêtement, sur tout le reste, ma Death Guard, je compte pas en fait le nombre de petits points d'éclat de peinture qu'il y a dessus. C'est proprement hallucinant. J'en ai foutu réellement partout. Mais à vrai dire, j'en fous partout maintenant sur toutes mes figurines. C'est devenu pour moi un incontournable. Et si vous voulez faire ça facilement, n'hésitez pas à aller vous choper quelques Weathering Sticks chez Green Stuff World. C'est pas souvent que je leur fais de la pub, c'est une marque que je n'aime pas. Cependant, c'est le meilleur palliatif que j'ai trouvé au manque désormais de la mousse parfaite qui ornait les blisters de figurines en métal des années 90. Excusez du peu. Bon, on va en venir maintenant à ce qui sera sans doute la star de cette émission, c'est l'éponge. Alors, l'éponge, c'est pas la Spontex avec laquelle vous lavez vos saladiers. Non, c'est la fameuse Make-up Sponge. Donc, encore un outil lié au monde du maquillage. Donc, ces petites éponges en forme de gouttes, de tailles diverses, là encore que tout le monde achète chez Action. Et je pense que vous avez raison parce que c'est potentiellement pas possible de trouver moins cher que ça. Cette éponge, elle est tout simplement la star absolue du moment. Ces applications sont assez innombrables et si vous voulez avoir par exemple un aperçu de ce que donne une éponge de maquillage dans des usages très très poussés, allez voir par exemple des artistes qui se sont fait un peu les spécialistes de cette discipline. Je pense particulièrement à Swarm Painting, qui a une petite chaîne YouTube et un compte Instagram bien fourni. Swarm Painting, qui lui, en fait, pousse cet exercice de l'éponge dans ses derniers retranchements. Le mec est hallucinant, il fait absolument tout à l'éponge. Ce qui fait que généralement, quand on regarde des vidéos de ça, et là je vais vous parler d'une discipline que finalement j'ai découvert il y a peu de temps, ça fait pas si longtemps que je m'y suis mis. Souvent en fait, quand on voit des vidéos de peinture à l'éponge, on a un sentiment de facilité. Et ce sentiment, il est absolument faux. C'est pas forcément facile parce que on parle d'un nouvel outil, là, véritablement, qui n'a rien à voir avec un pinceau. Si avant, quand on peignait avec de la mousse, on pouvait le faire, le parallèle par exemple avec un usage comme celui du brossage à sec. Ici, il va être difficile en fait de faire des parallèles avec n'importe quel type de pinceau. On parle tout simplement d'un nouvel outil et un outil qui introduit de nombreux critères qui vont entrer définitivement en jeu dans l'application de votre peinture. Alors, parmi ces critères, il y a la dilution de la peinture qu'on va utiliser, la taille et le profil de l'éponge, l'humidité de ce même matériau et le geste d'application choisi. Donc finalement, une toute nouvelle technique de peinture à part entière et qui a d'innombrables applications possibles. Donc, je vais vous expliquer déjà un petit peu le process de la peinture à l'éponge. Déjà, cette éponge, il faut qu'elle soit humide. Donc, on la trempe dans l'eau, on l'immerge complètement. Et ensuite, naturellement, on va l'essorer dans sa main. On va en faire couler tout le surplus d'eau. Mais néanmoins, cette éponge, elle va demeurer humide. Donc là, c'est le bon dosage à savoir. Il faut qu'il en reste un peu. Il ne faut pas non plus l'essorer complètement. Ça, vous le comprendrez vite, je pense, au bout de la deuxième ou troisième application. Donc il y a déjà ça, il y a déjà ce premier geste d'humidifier votre éponge. Et à vrai dire, il faudra y revenir. Si vous optez pour des séances de tapotage à l'éponge assez longues, au bout d'un moment, cette éponge, elle va crier, elle va me dire « Ah, remets-moi dans l'eau, JPP » quoi. Donc ça, ce sera quelque chose à renouveler de temps en temps. Moi, je pense que je la refous dans la flotte à peu près toutes les 20 minutes, je pense, en usage massif. Là, c'est-à-dire que j'arrête pas, par exemple. Donc, notre éponge est humide. Ensuite, on va venir ramasser de la peinture sur notre palette. Et donc, on va tapoter cette éponge dans la peinture. On va la rouler sur la palette pour que vraiment la peinture immerge une surface étendue de l'outil. Et ensuite, on va venir tapoter la surface. Donc là encore, en quantité de peinture ramassée, ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Donc il n'y a rien à savoir de plus. L'éponge, honnêtement, c'est quelque chose que vous allez
très instinctivement comprendre par vous-même. Il n'y a pas vraiment de formation possible. Moi, je sais que j'en fais, hein, dans mes formations. J'ai introduit en fait une petite parenthèse peinture à l'éponge au sein de mes cursus pinceau, tout simplement pour proposer des alternatives à des débutants, hein. Souvent, ce sont des alternatives qui leur seront précieuses parce que le geste du pinceau est quand même difficile, hein, lorsqu'on est à ses débuts. Voilà, la petite alternative éponge, mais honnêtement, c'est une petite parenthèse d'à peine 1 heure sur un cursus de 2 jours. Les gens, en fait, comprennent très vite comment ça marche. Et donc, si j'en viens aux applications possibles de la peinture à l'éponge, le premier d'entre eux, ça va être le grand aplat de couleurs. Alors là, typiquement, vous prenez un truc gros, typiquement un Rhino Space Marine, un Devilfish Tau, un Falcon Eldar. Eh bien, si vous voulez un seul et unique aplat de couleurs le long de toute cette carrosserie, l'éponge, il n'y a pas à tortiller, ça va être le meilleur outil possible. À vrai dire, le meilleur outil possible, c'est l'aérographe, mais là, j'y reviendrai. Cette éponge, elle est un excellent palliatif au manque d'aérographe. On va y retrouver en fait le même type d'application. Et parmi ces applications possibles, à l'aérographe, c'est bien connu pour faire un bel aplat de couleurs uniforme via une technique d'application en voile. C'est la technique reine, hein, l'application en voile, dès lors qu'on peint à l'aérographe. Eh bien, cette éponge, elle va vous permettre de recréer ça avec un médium et des outils et des gestes différents. Donc, vous allez tapoter l'intégralité de la surface de votre véhicule. Donc, dans un usage qui va se rapprocher de l'application en voile, c'est-à-dire qu'on va pratiquer parcelle par parcelle en tapotant jusqu'à atteindre l'intégralité de la surface. On va se rendre compte que les couches à appliquer, elles devront être multiples, mais vous allez vous en rendre compte, vous allez obtenir très vite un bel aplat de couleurs parfaitement homogène et surtout dénué de la moindre trace de pinceau. L'éponge, ça ne fait pas de traces. Si on fait un seul passage, vous allez trouver cette espèce de texture un peu spongieuse, un peu hétérogène. Mais là, dès lors qu'on va multiplier les couches, on va lisser le rendu jusqu'à obtenir un aplat de couleurs franchement parfait, hein. Donc là, des vidéos qui traitent de ça, il y en a tout simplement des millions. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur YouTube. Vous tapez Wave Serpent, Sponge, voilà, vous trouverez ça facilement. Donc sur les gestes à appliquer, n'hésitez pas à vous inspirer au préalable d'une petite vidéo, voilà, pour juste avoir en fait l'idée comment finalement on tapote avec une éponge. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir le faire très vite. On va couvrir l'intégralité du véhicule avec une seule passe, hein, sans replonger notre éponge dans la peinture. Hop, on laisse sécher, et ça c'est important, mais à vrai dire là, pour n'importe quel type de peinture de couleur de base, la règle d'or, c'est qu'on passe pas une deuxième couche avant que la première ne soit parfaitement sèche. Ça, c'est voilà, la règle d'or devant l'excellence. Voilà, vous allez multiplier les couches, votre aplat de couleurs sera parfait. Hop, vous avez un Falcon Eldar tout rouge. Ensuite, ce sera juste du lining, du surlignage, et hop, technique heavy metal fastoche. Une autre application possible de la peinture à l'éponge, là, c'est là que je vais faire le rapprochement avec finalement ce qui est la simulation d'un usage en aérographie. Dans un usage en aérographie, généralement, on fait une couleur de base, ensuite on spot des points d'ombre et des points de lumière. Bref, avec 3 couleurs, vous avez soit une armure, soit un véhicule avec un très beau dégradé. La peinture à l'éponge va vous permettre de recréer ça avec un outil différent, mais également cette fois avec un rendu différent. Comme je vous l'ai expliqué, avec des couches successives, on arrive à atteindre un aplat de couleurs impeccable. Ici, ce sera différent. Dès lors qu'il faudra poser des points de lumière et des points d'ombre, on va pas pouvoir tapoter infiniment jusqu'à avoir un aplat. On va justement utiliser cette fois le médium. Et le médium de l'éponge, c'est quelque chose de texturé et de tout simplement spongieux qui va pouvoir s'appliquer dans une certaine transparence. Donc, dans la marche à suivre, là, ce qui va changer, c'est si on veut faire un dégradé avec une éponge, on va souvent partir de la teinte la plus sombre.
Pour prendre un exemple très concret, ok, je veux faire un Blood Angel. Je veux un beau dégradé qui aille du violet jusqu'à l'orange, en passant par un rouge très vif. Eh bien, je vais prendre ma figurine de Space Marine et ma première passe de peinture à l'éponge, elle se fera en violet. Je couvre l'intégralité de ma figurine en violet. Deuxième passe, je vais choisir le rouge. Cette fois, je ne vais pas recouvrir l'intégralité de la figurine. Je vais commencer à simuler une application en zénithal, comme on le fait via l'aérographe. Plus on monte dans les lumières, plus on incline finalement notre pistolet à peinture pour simuler une lumière diffuse ou éclatante qui vient tout simplement du ciel. Ici, avec mon éponge, je vais pouvoir opérer de la même manière en inclinant ma figurine et en tapotant. Et je vais également pouvoir choisir de tapoter avec une surface d'éponge diminuée par rapport à la première passe en violet. C'est là qu'interviennent en fait les différentes tailles d'éponges disponibles sur le marché. Et ici, dans ce cas précis, plus on va monter dans les lumières, plus on va choisir des éponges petites parce que la surface à couvrir va s'amoindrir et que les points, ils seront de plus en plus resserrés plus on va monter dans les lumières. Donc première passe au violet avec une grosse éponge un peu à l'arrache, deuxième passe de rouge avec une application plus réduite et une surface plus petite, et le dernier, le orange, je vais choisir la plus petite éponge que j'ai à disposition et je vais venir uniquement tapoter les points de lumière les plus exposés de ma figurine. Le résultat de ça, c'est un dégradé. Un dégradé qui va franchement potentiellement être convaincant. Tout y est, le choix des couleurs, l'inclinaison de la lumière, la simulation des sources de lumière, tout y est quoi. J'ai des ombres bien violettes, j'ai des lumières bien oranges, et entre deux, un rouge qui se sera dégradé tout seul au fur et à mesure de mes applications. Donc, le rendu, il est potentiellement très bon, mais c'est pas pour autant facile. Parce qu'ici va intervenir la dilution de la peinture que vous allez choisir d'appliquer. Pour la première passe, par exemple, mon violet, je peux choisir de très peu le diluer. Là, je veux juste une belle couche de violet. Point. Ensuite, mon rouge, ici, je vais pouvoir le diluer un peu plus fort. Parce qu'au fur et à mesure des passes, je vais appliquer un rouge dilué sur du violet. Ensuite, plus je vais faire de passes, plus je vais réduire la surface jusqu'à atteindre un rouge très vif. Et en dernière étape, mes points de lumière pure qui seront en orange, je vais à nouveau diluer très peu. Mais vous voyez, finalement, de la même manière qu'on va appliquer des peintures à l'aérographe, ici, la dilution va rentrer en jeu. Mais avec un peu d'exercice, vous allez vous retrouver très rapidement avec des peintures très très convaincantes qui simulent un effet zénithal et un beau dégradé de couleurs. Cependant, là, ici, l'application, vu qu'on va un peu plus diluer nos peintures, on va y retrouver finalement ce qui fait la nature du matériau qu'on va utiliser, c'est-à-dire l'éponge, c'est-à-dire une texture spongieuse. Et cette texture spongieuse, elle va avoir un effet sur la figurine que vous êtes en train de faire. Cet effet, il sera tout simplement un peu sale. Contrairement à l'exercice précédent qui consistait à faire un bel aplat de couleurs, là, on va pas être dans le même rendu. Quand on va vouloir commencer à dégrader des couleurs à l'éponge, on va être dans quelque chose de moins homogène, de plus dispersé, avec pas mal de texture qui va être appliquée. Là, en fait, ça dépend tout simplement ce dont vous avez envie ou ce dont vous avez besoin. Et il n'est absolument pas surprenant de voir en fait ce type d'application très prisé par les mecs, par exemple, qui œuvrent dans le rendu grimdark. Parce que une armure avec une certaine patine, avec une couleur qui est pas parfaite, avec des trucs qui débordent un petit peu de partout, n'est-ce pas là finalement la meilleure illustration possible pour une armure qui a traversé les champs de bataille. Et donc généralement ensuite on choisit le traitement qui va avec. Par exemple, admettons je veux faire un Salamanders un peu dégueulasse. Ok, comme dans l'exemple précédent, je vais partir d'un violet.
Je vais appliquer du vert, ce genre de vert un peu scorpion, au fur et à mesure avec mon éponge plus petite, avec une peinture plus diluée. Et ensuite, je vais faire quelques points de lumière, par exemple avec un jaune. Ensuite, je vais vouloir lier tout ça, à la fois pour un peu cacher les misères, et d'autre part, pour faire une espèce de liant qui va englober le tout et donner un rendu à la figurine. Et c'est là que souvent on voit soit un gros badigeon de peinture à l'huile ou d'enamel ou d'effets spéciaux comme les fameux streaking grime, rust streak de chez Aka. En gros, quelque chose on va noyer la figurine dedans. On va retirer l'excédent et hop, ça fait grimdark. Là, en fait, évidemment que la peinture à l'éponge, elle est tout à fait appropriée parce que ce lavis global appliqué ensuite, il va lier le tout et il va donner, en plus de la texture spongieuse, un rendu véritablement usé par le temps et les conflits. Par-dessus ça, ensuite, libre à vous de rajouter un petit peu de tapotage de mousse pour simuler des éclats de peinture. Et là, vous avez le rendu grimdark absolument idéal. À vrai dire, tel que je l'ai un peu fait sur ma Death Guard. Le process est absolument le même, même sans éponge. C'est juste que j'ai utilisé l'aéro à la place. Mais tant dans son application que dans son utilité, finalement, les deux outils, ils sont relativement proches. C'est juste que l'aérographe vous donne naturellement, du moins si on le maîtrise suffisamment bien, il vous donne quand même une précision accrue. L'éponge, il y a quand même une application qui échappe un peu à votre contrôle. Et justement, je vais revenir à ça, le manque de contrôle lié à l'éponge, ça c'est quelque chose qu'il faut tout simplement accepter. Il faut accepter en changeant de médium qu'on n'ait plus le même contrôle qu'un pinceau ou qu'un aérographe. Mais cependant, ce truc, vous pouvez le mettre à votre avantage. Et il y a même en fait des petits outils plus dédiés qui sont sortis assez récemment. Encore une fois à Green Stuff World, il a par exemple sorti il n'y a pas longtemps des petites éponges en forme de triangle et qui donc en fait vont vous permettre d'accéder aux endroits de la figurine un peu les plus retorses, ce qui est le plus difficile d'accès. Évidemment, avec une éponge avec un gros cul ou une grosse goutte, vous ne pourrez pas avoir accès à tout. Donc ce genre de petit complément, il peut être très utile pour faire un peu de ciblage, pour un peu déboucher les espaces les plus inaccessibles. Donc très très cool tout ça finalement. C'est des gestes différents, c'est une application différente, c'est tout simplement une nouvelle technique de peinture à part entière. Là, j'ai envie de dire, il y a que l'expérience et la pratique en fait qui vous aideront. Mais honnêtement, ça va assez vite. J'ai vu des débutants sortir des Space Marines magnifiques avec de l'éponge et c'est très très cool parce que pour arriver à ce même niveau à l'aérographe, généralement, on parle d'un temps bien démultiplié. Pour arriver à cette précision d'aérographe, cette maîtrise dans le dégradé, c'est pas la même tambouille, quoi. Donc, c'est juste qu'on change un peu avec l'éponge. On part souvent du sombre pour aller vers la lumière, alors qu'en aérographe, tout est possible. On peut partir du clair pour aller dans l'ombre ou d'une teinte intermédiaire pour ensuite y poser nos points de lumière et nos points d'ombre. Donc, très très cool. C'est juste que tout comme l'application sera un peu grossière, il faut l'accepter, mais il va falloir également accepter la texture qui va avec. Et cette texture, donc cette fameuse texture un peu anarchique et spongieuse, elle apparaîtra d'autant plus facilement que vous allez diluer vos peintures, ce qui peut donner véritablement des rendus très très intéressants. J'ai par exemple, lorsque j'étais en pleine période de recherche et développement concernant la peinture de mon Titan, j'ai vu des peintres très expérimentés en fait peindre les grandes plaques d'armure à l'éponge avec des peintures très 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 diluées. Les mecs partaient carrément du noir pur pour aller ensuite vers du gris nuancé avec du bleu, pour aller jusqu'au turquoise avec en fait des applications de peinture très diluées à l'éponge, ce qui donne cet effet très très texturé. Plus on va dans le dilué, plus la texture va apparaître et ça donne tout simplement des plaques d'armure aux 1000 nuances. Mais là en fait, encore une fois, faudra accepter que c'est un mouvement qui va prendre du temps. Là, on parle véritablement de tapotage répété inlassablement jusqu'à obtenir l'effet souhaité. Mais bon, on va quand même venir aux défauts
hein, de ce médium, de cette éponge. Donc sur l'infanterie, on va pas se mentir, c'est pas évident. Faire un tank à l'éponge, c'est un jeu d'enfant. Vous pouvez même procéder à un véritable découpage des contours, des ombres et des lumières en s'aidant des arêtes du véhicule pour taper uniquement, par exemple, une partie affleurante. C'est très très facile. Ça, c'est plus facile qu'à l'aérographe pour le coup, ou à l'aérographe pour couper notre jet. On va souvent s'aider de petites cartes en plastique, par exemple, pour marquer uniquement des parties dans l'ombre. Là, à l'éponge, tout est plus simple. Sur l'infanterie, c'est pas évident à cause de la forme de l'outil. Il y a des endroits où vous ne pourrez pas y accéder, même avec les plus petites éponges, même avec les éponges triangles de chez Green Stuff. Ça, vous ne pourrez pas y aider, mais généralement, comme je vous l'ai dit, généralement, le lavis général qu'on applique souvent après va avoir tendance à gommer ça, donc c'est pas forcément un problème. De toute façon, voilà, les défauts de ce médium, il faut les accepter pour en faire quelque part un point fort, un véritable exercice de style. Autre défaut, pour un travail impeccable, et donc là je parle plus de l'exercice de l'aplat de couleurs, de très nombreuses couches vont être nécessaires. Là, idem, va pas falloir compter le nombre de minutes des couches, là, des tapotages d'application à l'éponge. Vous allez en faire un paquet jusqu'à obtenir une couleur parfaitement uniforme et bien saturée. Autre défaut, et pas des moindres, c'est que ça consomme beaucoup de peinture, les mecs. Là, honnêtement, vos pots, ils vont en prendre un coup, surtout si vous peignez par exemple des décors. Là, des pots, vous allez en bouffer, hein. L'éponge, elle absorbe énormément de peinture et il faut avoir la main plutôt lourde dès lors qu'on veuille en fait faire par exemple de beaux aplats de couleurs. Donc ça, mine de rien, c'est un gros défaut quand même. Et dernier défaut, et à mon sens le pire d'entre tous, c'est que c'est super chiant. Alors là, je vais pas vous mentir, moi, la peinture à l'éponge, je déteste ça. L'application m'emmerde. Oh, c'est terrifiant, quoi. Ça m'en fout. Ça m'énerve. En plus, généralement, quand je fais ça, je suis en train de regarder des vidéos sur YouTube où tout le monde s'engueule à propos d'écologie, donc ça m'énerve encore plus. C'est extrêmement chiant. Le tapotage, là, pouah, c'est bête, quoi. En fait, c'est un mouvement d'abruti. T'es là, tu tapotes jusqu'à obtenir l'effet souhaité. Donc, quand on fait, par exemple, un exercice d'infanterie où on va vouloir faire un beau dégradé, naturellement, il y a plus d'application, donc il y a plus d'attention aussi, donc on s'ennuie moins. Mais dès lors qu'il faut faire des grandes surfaces, oh, mais quel enfer, quel enfer, quel enfer. Ouais, moi, j'aime vraiment pas. Donc, en fait, comme je vous l'ai dit, ici, un des points forts de l'éponge, c'est sa simulation de l'outil d'aérographe. Moi, j'en ai des aérographes, donc en général, je vais toujours choisir l'aérographe. Je vais utiliser l'éponge véritablement quand je vais avoir besoin de sa texture. J'en parlerai en fin d'émission, ça. En fait, qu'est-ce que je suis en train de faire en ce moment qui utilise de la peinture sans pinceau? On reviendra sur tout ça. Mais ouais, gros défaut quand même, le geste, il est super chiant. Donc, je préfère très largement l'usage de l'aérographe. Je trouve ça plus fun, c'est plus détaillé, c'est plus satisfaisant. Mais l'éponge, elle demeure très sympa pour des usages ciblés où là, moi, je vais faire appel à la texture liée à l'outil. Donc, parmi les idées en vrac qu'on peut avoir en peignant à l'éponge, par exemple, faire un pré-ombrage. Un pré-shading au blanc sur une sous-couche noire, c'est quelque chose qui vous sera accessible à l'éponge, mais là, il va falloir jouer un petit peu quand même, un peu finaux. Ça restera bien mieux que de faire, par exemple, un pré-ombrage zénital avec une bombe aérosol. Il n'y a pas photo, ce sera également, à mon sens, bien meilleur qu'un slap shop. Donc, très très cool, le pré-ombrage à l'éponge. Là, c'est un usage pour les plus expérimentés d'entre vous, je pense. Je ne commencerai pas par là si je devais apprendre la peinture à éponge. Autre idée, naturellement, c'est la peinture des décors. Les décors, c'est quoi? C'est des grands aplats de couleurs, c'est des dégradés, mais qui s'expriment sur des surfaces très larges. Ce sont des surfaces qui, généralement, vont appeler à être texturées pour en diminuer justement l'ennui. Quand on voit un grand mur, on n'a pas envie que ce grand mur soit tout de la même couleur. On va vouloir introduire des nuances. Ici, l'usage d'une peinture à l'éponge plus diluée pour faire de l'ajout de teinte, elle sera très utile. Par exemple, en bas de votre mur, vous voulez simuler un peu la proximité d'un sol boueux. Là, on tapote avec du marron très dilué, ça fera tout à fait la blague. Idem, vous faites appel à la mousse dont on a parlé précédemment pour fabriquer des petites espitures.
En vrai, ces 2 outils, ils se répondent super bien, hein. Mousse et éponge, en général, quand on peint une figurine à l'éponge, on va passer également par l'étape mousse. Les 2, en fait, ils se complètent très, très bien. La mousse, elle peut également servir de cache-misère à une transition un peu maladroite à l'éponge entre 2 couleurs. Donc bref, éponge et mousse, en général, on utilise les 2. Il n'y a pas de choix à faire à ce niveau. Donc peinture de décor, bah très cool, hein, ça c'est vraiment fait pour ça. Je pense que vous êtes nombreux à avoir déjà essayé. Si on veut faire une armée bien grimdark, bah là l'éponge elle sera d'un précieux secours. Ça dépend aussi sur quel type de figurine. Sur un Space Marine, ça se passera très bien. Si on veut faire une armée d'arlequins, bon là, à mon sens, c'est beaucoup moins adapté. Dès lors qu'on veuille peindre par exemple du métal très patiné, l'éponge également, elle vous sera très précieuse. Une première couche de bronze, on rajoute quelques couches diluées d'un métal plus corrodé, plus ancien, quelques touches d'or à l'éponge dans les lumières. Ça également, ça va servir beaucoup. Et le tapotage en général d'une peinture très diluée pour ajouter de la texture, c'est royal. Et ça peut se faire sur n'importe quel type de support, hein. Que vous peignez un toit en tuiles, un grand panneau de bois, de la pierre, de la roche, même du tissu, hein, honnêtement, ça peut très 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 bien marcher. Les grandes capes là à l'éponge, fastoche, un dégradé évident, c'est très cool. Ensuite, on utilise de la mousse, tu vois, pour texturer. Bref, bah, la peinture à l'éponge, en fait, c'est tout simplement un nouveau monde, hein. C'est une nouvelle discipline. Alors, ça remplace pas du tout le pinceau. Par contre, bah, là, en fait, ça dépend des goûts, quoi. Évidemment que d'appliquer des couches de base à l'éponge, ça va plus vite et c'est plus fun et c'est également plus sécurisant qu'au pinceau. Ici, on esquive tout risque de traces de poils. C'est pas rien. Sur une armée entière, ça peut être une économie en temps qui est monstrueuse, hein, parce que faire des Space Marines tout rouges avec un rouge bien éclatant au pinceau, ça prend un temps monstre. À l'éponge, ça va se faire très vite, les gars. Donc bah là, voilà, il y a des vrais choix à faire. Donc comme je vous l'ai dit en début d'émission, ça vous épargnera jamais l'usage ultérieur d'un pinceau. Cependant, bah ici, l'usage du pinceau, vous pouvez l'accélérer, le simplifier et le faire avec beaucoup plus d'assurance. Donc bah, je vais pas vous mentir, à l'issue de la formation pinceau, ils sont nombreux finalement, les élèves du Rural Hammer Studio, à choisir un premier projet peinture à l'éponge avec de la mousse, avec un lavis général et ensuite les détails au pinceau parce qu'il faut bien y passer à ce pinceau. Donc là, l'éponge, très cool, hein. Moi, j'aime pas. Enfin, en gros, ça m'emmerde. J'aime beaucoup les applications qu'on peut en avoir, mais en termes d'exercice pur, je m'ennuie, hein. Je m'ennuie vraiment. Je m'ennuie vraiment. Bon, dans cette émission, je vais quand même parler un petit peu d'aérographe parce que, bah, évidemment, que c'est de la peinture sans pinceau. Cependant, bah, je ne vais pas épiloguer parce qu'il y a déjà eu des émissions dédiées à l'aérographie dans la rubrique beauté et bien-être. Je vais me contenter de vous dire les applications possibles. Alors, les applications possibles de l'aérographe, c'est des sous-couches de qualité très très supérieure, du pré-ombrage, du zénithal de très très grande précision avec un rendu qui est proprement inégalable avec tout autre type d'outils. Des couches de base sur de très larges zones, bah c'est exactement fait pour ça, avec une propreté inégalable là aussi. Des dégradés très très fins, dès lors que là on monte un peu en expérience naturellement. Des découpages ombre et lumière sur des gros châssis comme des véhicules qui vont être très tranchés en utilisant les inclinaisons de figurines et le découpage du jet de votre pistolet avec des formes géométriques. Parfait. L'usage des pochoirs, les vernis à l'aérographe, ça change la vie. Des ajouts de teintes nombreux et variés et également de l'application très propre de produits très sales, comme les encres fluo, comme les encres, comme voilà, vous voyez ce type de peinture très très exigeante au pinceau. L'aéro, il vous permet de les appliquer dans une propreté infinie. Et pour finir, naturellement, toute la partie
effets spéciaux, parmi lesquels, naturellement, les OSL. Quand on peint à l'aéro, on peint des halos de peinture. Ça forme tout simplement très facilement des halos de lumière. Des halos de lumière et des OSL qui vont devenir de plus en plus précis dès lors que vous montez en expérience. Bref, l'aérographe, ça, c'est faire tout ça, mais ça a également de gros défauts. Ça prend de la place, ça fait du bruit, ça demande de la maintenance, de l'entretien, des pièces de rechange. Tout ceci n'est pas donné. Il y a pas mal de consommables qui vont avec, comme les signers, les cleaners, les flow improvers, les gammes de peinture dédiées. Bref, beaucoup de consommables en tout genre. Mais malgré tout, ça se regrette jamais. Honnêtement, l'aérographie, il y a clairement un avant et un après. Et à ce titre, n'écoutez pas les mauvais prophètes sur YouTube ou ailleurs qui vous décrivent l'usage de l'aéro comme et donnant un rendu trop lisse ou un rendu aseptisé. Là, on peut pas être plus dans le faux que ça, absolument pas. L'usage de l'aéro ne donne pas du tout un rendu trop lisse ou aseptisé parce que après l'aéro vient le travail de pinceau et donc le travail de détail et de texture. Comme je vous l'ai dit, même l'aérographe, avec tout son champ d'application possible, il ne vous épargnera jamais un véritable travail au pinceau. Donc parfois, évidemment, vous allez croiser des armées faites pour faire des tournois où le mec a simplement mis 3 couleurs à l'aéro et quelques OSL. Évidemment que le rendu, il est très lisse et aseptisé. Cependant, le mec, il a même pas utilisé de pinceau. Donc évidemment, mais l'aérographe, non. Le rendu d'un aérographe, c'est tout sauf lisse et aseptisé. Voilà, je remets un peu les pendules à l'heure parce que moi, cet outil, je l'aime d'amour. On va passer ensuite à un outil qui, lui, également est assez récent et qui a fait une entrée fracassante dans les rayons de nos revendeurs. Il va s'agir des marqueurs. Alors, c'est un peu comme pour la brosse. Est-ce qu'un marqueur, c'est un pinceau ? Pas vraiment c'est plus un feutre, en vérité. Quand on peint au marqueur, on n'a pas besoin ni d'un pot d'eau, ni d'une palette, ni d'un sopalin. C'est un stylo, c'est un feutre. On le débouche et hop, on applique ça directement sur notre figurine. Alors, si je parle un peu de l'offre commerciale du côté des marqueurs, cette offre, elle est délirante. C'est que les revendeurs, que ce soit AK ou Army Painter, pour les plus célèbres d'entre eux, je crois que ça a été eux les premiers à s'engouffrer dans la brèche. Les mecs, ils ont tout simplement sorti quasiment leur gamme de peinture entière déclinée en marqueurs. Bon, l'offre, elle est délirante et manifestement, jamais de la vie, vous n'avez besoin de tout ça. Idem, ils nous ont fait des marqueurs contraste. C'est-à-dire que c'est un marqueur rempli de peinture contraste qu'on va appliquer comme un pinceau avec de la peinture contraste dessus. Idem, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? En fait, c'est tellement agréable et facile d'appliquer de la peinture contraste au pinceau que je réfléchis quant à la plus-value d'un marqueur. Cependant, pour ces derniers, je ne les ai pas encore essayés, donc je garde en fait tout jugement de côté, tout jugement définitif du moins de côté pour l'instant, parce que je vais pas vous mentir, quand c'est apparu ces marqueurs, moi ma première réaction de vieux con, ça a été de dire truc de branleur là pour les petits piou-piou, mais ouais, non, en fait j'ai changé d'avis. C'est trop bien les marqueurs, c'est vraiment trop bien. Là on va parler finalement d'un substitut concernant ce qui est sans doute l'étape la plus relou de tout peintre pour figurine. Ça va être tout simplement de coucher les bases. Mais quand je parle de bases, je parle des bases ennuyeuses. C'est-à-dire, je ne vais pas parler d'un beau rouge d'une armure Space Marine Blue Angel. Non, je vais parler des bases du genre peindre le bolter en noir, peindre la sacoche en marron, faire les trims de l'armure en doré. En gros, l'étape qui est très longue, et sur laquelle on ne peut pas tricher parce que là, c'est du pinceau, de la peinture de base qu'on doit faire en minimum 2 couches fines, le marqueur, il va permettre d'accélérer grandement tout ça. Quelle que soit votre peinture de base à appliquer, désormais, elle existe en marqueur, tellement l'offre, elle est délirante. Et donc, les marqueurs, à mon sens, ils vont être indispensables pour des couleurs de base. C'est-à-dire les couleurs dont vous aurez besoin tout le temps. Le noir, le blanc, le doré, le métal. Voilà.
Rien qu'avec ces 4 marqueurs, je peux vous dire, les gars, j'ai gagné littéralement des dizaines d'heures. Parce que là, on parle de remplacer un exercice pour lequel il n'y a plus le moindre enjeu dès lors qu'on est peintre depuis un petit moment. Moi, au bout de mes 5-6 ans de peinture sur figurine, si vous voulez, peindre des bolteurs en noir, des sacoches en marron ou des aquila en doré, si tu veux, là, je suis sur un enjeu proche de zéro. Le seul enjeu, c'est de ne pas m'endormir et de déborder. Mais en termes d'application, c'est l'ennui total. C'est l'étape relou. C'est l'étape, ok, il y a 5 ans, je la faisais avec une certaine application et tout. Maintenant, je ne réfléchis plus du tout. J'y vais de plus en plus vite. J'y vais de plus en plus avec l'assurance. L'assurance, tout simplement, de dizaines de milliers de gestes que j'ai produits jusqu'à maintenant. Le marqueur, il va me permettre d'accélérer ça en un rien de temps parce que c'est là le gros point fort de la chose, c'est que une couche suffit. Le noir, une couche, c'est parfaitement noir. Il n'y a rien qui filtre au travers. C'est royal. C'est royal, c'est trop bien. On gagne un temps fou finalement sur l'étape qui est souvent la plus chiante et la plus longue du processus. Et avec un peu d'exercice, avec ces marqueurs, on va pouvoir atteindre une certaine précision. Là, honnêtement, au début, tu t'enlèves le bouchon, tu te fais « Ah ouais, putain, c'est gros quand même, quoi. » Ok, c'est gros. Mais en fait, c'est comme un gros pinceau. Il termine, lui aussi, par une pointe. Cette pointe, honnêtement, je l'ai mis à l'épreuve et on peut faire du fino, quoi. On peut véritablement faire du fino. J'ai fait un petit Space Marines au marqueur noir et doré pas plus tard que cet après-midi. J'ai couvert 95% de mes couches de base avec ça. Ensuite, j'ai juste fait 2 minutes de retouche pinceau pour les endroits qui étaient le plus inaccessibles avec ce gros marqueur un peu volumineux. Mais en bref, c'est royal, hein. C'est absolument royal. Et donc, là, les applications, il y en a tellement à faire avec des couches de base. Par exemple, quand vous faites des multiples OSL, je reprends l'exemple de mon set Boarding Action. Toutes mes loupiottes, là, il y en a des centaines. Hein. Là, un coup de marqueur blanc pour marquer la source exacte d'où vient la lumière, c'est fait en une couche. Moi, j'ai tout fait au pinceau à l'époque. Oh là là, j'en ai des crampes à l'index, hein, rien que d'y repenser. Désormais, maintenant, ça c'est adopté. Dès que je fais un OSL, la source de lumière blanche, c'est un coup de marqueur, terminé. Ensuite, naturellement, je vais faire mon petit halo d'encre blanche autour de cette source lumineuse. Je recouvre avec une peinture contraste, fluo, une encre, que sais-je. C'est fait. Là, idem, je gagne un temps fou. Les sources de lumière au marqueur blanc, c'est parfait. Les trims d'armure métallique, par exemple, si vous peignez de la Black Legion, vous faites toutes vos couches de noir, là, très bien. Donc là, faites une vraie couche de base noire, hein, peignez pas des figurines entières au marqueur, c'est déconné. Ensuite, tous les trims, là, tous les bords d'armure, vous choisissez un doré, vous l'appliquez au marqueur. Là, vous allez pouvoir couvrir à peu près 80% de la surface de ces éléments d'armure-là. En faisant gaffe de ne pas déborder, hein, naturellement, vous allez pouvoir couvrir au moins 3/4 de votre figurine. Ensuite, le reste au nécessaire, vous reprenez au pinceau, mais globalement, vous avez gagné un temps fou. Et là encore, hein, l'offre commerciale des métalliques, par exemple chez AK, vous en trouvez plusieurs. Hein, vous aurez plusieurs argent, plusieurs or, donc naturellement, vous allez pouvoir jouir en fait d'une gamme qui, à mon avis, va s'étoffer de plus en plus. Les couches de noir post-aérographe ou même post-éponge, comme on en a parlé juste avant. Ok, vous peignez votre Blood Angel, là, un beau rouge dégradé, vous le faites à l'éponge ou à l'aéro, le résultat, il sera le même. Ok, vous avez un beau dégradé de rouge, mais cependant qui a débordé partout sur le reste de la figurine. Et tout ce qui n'est pas une armure rouge sur votre figurine, vous avez envie de le voir noir pour avoir un découpage maximum des volumes. Et cette sous-couche noire, elle sera plus adaptée pour ensuite recueillir toutes les autres couleurs, les métalliques en premier plan. Et là, le marqueur noir, quel banger! Putain, moi jusqu'à maintenant, je vous explique, mon arme ultime pour faire ça, c'était le Black Legion Contrast. Parce que en une seule couche, il couvrait tout. Bon, c'est une fausse contraste, hein, cette peinture contraste. J'en ai déjà souvent parlé, je pense. Voilà, un coup de pinceau, ok. Tout ce qui n'est pas mon armure rouge, c'est noir. Voilà, j'ai passé à peu près un quart d'heure sur ma figurine.
bah maintenant je prends mon marqueur noir et c'est plus un quart d'heure, hein, c'est plutôt 5 minutes. C'est plutôt 5 minutes, je passe 2-3 minutes avec mon marqueur noir, ça va vite, ça prend une couche. Ensuite, sur les endroits les plus inaccessibles, j'y vais à l'ancienne avec mon contraste Black Legion. Bam, c'est fait. J'ai diminué le temps de travail, enfin j'ai divisé le temps de travail par 3. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou et ça me permet d'accélérer massivement la partie que j'estime la plus chiante. C'est cadeau. C'est véritablement cadeau. Et bah, en fait, devant l'offre commerciale qui regroupe un nombre énorme de couleurs, en fait, on peut penser à plein de trucs. Par exemple, vous faites une compagnie d'Imperial Fist dont l'épaulière est cernée d'un trait vert. Bah là, je vais vous dire, si on raisonne en termes d'armée entière, ça peut être très sympa de se choper un marqueur AK Deep Green à 2 euros, 2-3 euros. Tu vois, c'est pas très cher en plus les marqueurs. Ça peut valoir le coup d'investir 2-3 euros juste pour le luxe de faire ensuite toutes ces épaulières avec le bord vert en une seule couche bien propre, hein. Pensez-y les mecs, là, lorsque vous étudiez votre schéma de couleur, s'il y a quelque chose qui se démarque du reste de votre figurine, souvent qui est une couleur un peu éclatante, bah, nul doute qu'il existera un marqueur fait pour ça. Gain de temps énorme là, parce que ce bord d'épaule verte, bah, j'aurais pris une peinture citadelle standard qui aurait fallu un peu diluer et ça m'aurait pris 2 à 3 couches au pinceau, hein, pour la faire. Là, un coup de marqueur, vlan, terminé. Terminé. Et en fait, lorsqu'on accélère à ce point les étapes pénibles, en tout cas là, je parle de mon point de vue parce que ces étapes-là de couches de base, pour un débutant, de l'enjeu, elles en auront. Le mec, il va s'appliquer, il va faire gaffe de pas déborder, etc. Déborder, moi, désormais, ça ne m'arrive plus jamais. Et quand ça arrive, je le corrige tout de suite. En fait, j'ai des réflexes tellement énormes. Tu sais, j'ai mon pinceau dans mon pot d'eau là. Le moindre petit débordement, blouf, la grosse goutte d'eau, c'est fait dans les 2 secondes qui suivent le débordement, quoi. Donc ça, c'est tout simplement l'expérience. Je ne me la pète pas outre mesure en disant qu'au bout de 50 peintures, on ne déborde plus, hein. Donc quand on en arrive là, à ce stade de la peinture sur figurine, avoir des outils qui vous permettent d'accélérer au maximum une étape qui n'a plus le moindre enjeu, c'est cadeau, ça tombe du ciel. Et là, je me sens con d'avoir accueilli le truc en mode vieux ringard qui dit que ouais, c'est pour les feignasses ou quoi. Non. C'est un véritable accélérateur de processus. Et en fait, le temps qu'on gagne sur ces parties pénibles, eh bien, c'est du temps qu'on va pouvoir investir ailleurs avec beaucoup de joie sur des parties beaucoup plus pointues. Les détails, les surlignages, les OSL. Maintenant, je me sens moins coupable de passer un temps fou sur mes surlignages vu que j'ai accéléré drastiquement toute la partie couche de base. Et en fait, on arrive un peu au terme de cette émission, mais quand vous additionnez tout ça, quand vous additionnez l'aéro, l'éponge, les mousses, les huiles, les lavis générales, les marqueurs, mais en fait, on peut réinventer tout son process. Et même pour un débutant, honnêtement, moi, c'est un exercice que je propose régulièrement dans les cursus qui s'appellent C'est votre projet. L'idée, en fait, c'est de trouver ensemble un schéma, une méthode, une technique que tu pourras reproduire chez toi et qui te donnera beaucoup de plaisir et de satisfaction. Et la satisfaction, on va pas se mentir, généralement, c'est quand on arrive à peindre vite. Là, en fait, avec tous ces outils-là, on peut proposer des schémas de couleurs avec des méthodes adaptées qui conjuguent en fait le plaisir à toutes les sauces. Et ça, honnêtement, ça n'existait pas encore sous cette forme il y a quelques années. Donc, très, très, très cool tout ça, finalement, cette démultiplication des outils de peinture. Allez, tiens, rubrique annexe, on va parler d'un pinceau exotique. Est-ce que c'est un vrai pinceau, ce truc? Je vais vous parler de mon pinceau en poil de porc. Ouais, du poil de porc. Alors, ça a une forme d'éventail.
On dirait vraiment des poils de cul, c'est dégueulasse, c'est des poils de porc. Donc c'est tout sec, c'est tout rêche. Et ben voilà, un pinceau complètement atypique, exotique. Bah vous servez, pourquoi je m'en sers ce truc? C'est quand je fais mon étape d'huile sur les armures, sur les plaques d'armure des blindés par exemple, et bien ce truc va m'aider à simuler les coulures de moteur, les coulures d'huile, les coulures de crasse avec un mouvement de balayage. Essayez ça, si vous êtes familier avec les techniques de peinture à l'huile, essayez le pinceau en poil de porc pour faire des coulures, vous m'en direz des nouvelles. Tiens, j'ai pas parlé de la brosse à dents non plus. Oh, à vrai dire, j'aurais pu en parler dans la case dédiée aux brosses. Est-ce que vous avez déjà essayé de mettre de la peinture non diluée sur une brosse ou sur une brosse à dents et ensuite, vous l'essuyez un petit peu et avec un cure-dent, vous vous en servez pour balayer votre brosse et faire de la projection de couleurs, de la projection de gouttelettes de peinture. Bah ça, typiquement, si vous peignez des World Eaters en blanc, vous allez le faire, hein, vous allez prendre du Corn Red sur votre brosse à dents ou sur votre brosse à poil dur et vous allez la frotter avec un cure-dent de manière à projeter des petites gouttelettes de sang sur votre armure. Il y a tellement de trucs. Ah tiens, un autre type de pinceau dont j'ai pas forcément parlé, est-ce que c'est un pinceau ça aussi? C'est les pinceaux qu'on appelle les pinceaux applicateurs. En gros, bah, ça ressemble à un cure-dent, quoi. C'est des poils très durs, des poils qui sont plongés dans un liquide, type très liquide, en fait, du simili-encre. Bah, les panel liner, hein. Ouais, c'est ça. Le meilleur exemple, c'est le panel liner. C'est une espèce d'énamel de couleur sombre, hein, en général, qui va vous servir, bah, comme son nom l'indique, à remplir les creux de vos plaques d'armure blindées. Le panel liner, bah, là, est-ce que c'est un pinceau, ce truc? Pas vraiment, les poils sont très durs, ils embarquent très peu de matière. Et bah, du coup, vous vous servez du panel liner avec son pinceau, enfin son applicateur extrêmement fin pour aller spotter les creux de votre figurine ou de votre blindé. Et par l'absence de capillarité de la matière, cet énamel, il va couler tout seul le long du creux, exactement via le même exercice qu'on fait quand on utilise des lavis à l'huile. Est-ce que c'est un pinceau, ça? Bah non, c'est tout simplement un applicateur. À vrai dire, on pourrait le faire avec n'importe quelle petite tige fine en plastique, hein. Moi, ça m'arrive d'utiliser des pointes, en fait. Parfois, je pique des épingles à madame la couturière pour appliquer juste une petite goutte de lavis dans des endroits très inaccessibles. Ça m'arrive d'avoir recours à ce qu'on appelle, bah, c'est pas des pinceaux, c'est un applicateur de matière. Et le panel liner, bah, encore une fois, très très bon exemple de peinture sans véritable pinceau, même si ça s'en rapproche un peu. Bref, vous voyez, on voit quand même le champ des possibles littéralement exploser avec tous ces nouveaux outils. Et bah, pour clôturer cette émission, je vais vous expliquer mon process de peinture Necron qui est en cours et où j'ai utilisé un maximum de tous ces nouveaux outils. Alors, si je prends les décors, le décor Tomb World, là, j'ai des éléments en blanc, les éléments rocheux, c'est de la roche, et d'autres éléments en bleu. En bleu, c'est tout simplement les plaques de blindage qui ressemblent un peu à de la noctilite. Eh bien, je commence par faire le blanc. Eh bien, je vais utiliser une éponge. Et du coup, je vais tapoter gentiment, en fait, toutes les surfaces qui sont censées être de la pierre. Donc là, cet exercice-là, il est long. Je suis en train de marquer du blanc sur du noir. Naturellement, on passe par plusieurs étapes de gris jusqu'à arriver à un blanc avec une vraie saturation souhaitée. D'ailleurs, je n'utilise pas de blanc, excusez-moi, j'utilise un light grey, un gris très clair. La première règle quand on veut peindre du blanc, c'est de ne jamais utiliser de peinture blanche. Cette punchline sort assez régulièrement sur le Discord de ma part. Donc bref, je tapote, ça me rend fou, je m'emmerde, ça me fait chier, mais néanmoins je le fais quand même. Pour atteindre des zones plus restreintes, j'utilise une éponge plus petite et ensuite je vais vouloir ajouter de la texture à mon gris moyen clair, à mon gris un peu encore foncé. Je vais vouloir utiliser de la texture et là je vais prendre un blanc, enfin bref, mon light grey, et je vais le diluer plus pour faire cette fois un tapotage qui va en fait rappeler
avec tous ces défauts structurels liés à l'éponge qui va rappeler une texture qui ressemble vaguement à de la roche. Bref, mon blanc est fait. Ensuite, je passe au bleu et ce bleu, cette fois, je le fais à l'aérographe. Je pars d'un Prussian Blue très sombre. Je l'éclaire ensuite avec quelques points de lumière avec une espèce de turquoise. Bref, le bleu, c'est terminé, c'est fait à l'aérographe, ça prend pas beaucoup de temps. Ensuite, il y a quelques parties métalliques. Et là, j'utilise les marqueurs. Tous les marqueurs, toutes les parties métalliques, je les utilise avec du gun métal, l'équivalent du lead bleacher. Hop, marqueur en une couche, c'est fait. Les parties dorées, idem, un marqueur antique gold. Hop, je fais tous mes dorés. Ensuite, je fais les ombres. Je choisis une seule et unique ombre pour toutes ces matières différentes. Cette fois, je repasse à l'aérographe et je prends de l'encre violette pour venir ombrer à la fois le bleu, le blanc, mais aussi les métalliques. Hop, d'une pierre deux coups. Ensuite, j'ai envie de mieux découper les contours. Je vais utiliser le panel liner. Panel liner, hop, sur une surface très plate avec des creux bien marqués. C'est du bonheur. C'est un peu long quand même, parce qu'il faut spotter à chaque fois tous les creux, mais le rendu, il est mortel. Bref, tout ça pour en venir à une étape finale de pinceau qui consistera à faire du surlignage bien propre. Donc une étape qui sera très longue, mais finalement, j'ai gagné tellement de temps auparavant, entre les panel liners, les marqueurs et tout, que je peux bien accepter de passer plus de temps sur mon pinceau. Et restera l'étape finale, la sacro-sainte étape des OSL. Et là, à un moment, ça m'a traversé l'esprit. Je me dis, attends, les OSL, là, je pourrais les faire à l'éponge. Mais j'ai un aérographe, du coup je choisis de le faire à l'aérographe. Tout simplement, le rendu, à mon sens, sera quand même plus propre. Mais faire des OSL à l'éponge, il y a moyen les gars, El Miniaturista, on a fait quelques tutos vidéo, c'est très très bien, ça marque très facilement. Hop, là encore, vous prenez votre petit marqueur. Oui, d'ailleurs, j'utiliserai des marqueurs blancs pour faire toutes mes sources de lumière. Bref, on est sur un projet quand même, qui fait beaucoup appel à tous ces outils annexes. C'était pas pensé comme ça au début, je pensais être sur un usage un peu classique, mais j'ai eu tous ces nouveaux outils en main à peu près en même temps. Du coup, je me suis mis à les utiliser massivement, et du coup, ça nous donne que mon armée Necron, au bout d'un mois, elle a déjà une gueule très solide. Ça va très très vite. J'ai démultiplié, franchement, les accélérations. J'ai démultiplié les accélérations. Bon, il commence à se faire tard. Je dis n'importe quoi. La formule est très mal choisie. Mais là, je vous ai cité en fait un exemple sur du décor. Eh bien, sachez que j'ai fait la même chose sur toute l'infanterie. Toute mon infanterie, j'ai fait la même chose. Toutes mes parties métalliques se sont faites au marqueur. Et honnêtement, il y a peut-être 1% des surfaces concernées métalliques où j'ai dû recourir au pinceau. J'ai tout fait au marqueur. Tout l'or et tous les métalliques au marqueur. Les casques de mes Necrons, marqueur blanc. Même du panel liner sur une bonne partie des figurines. Bref, de l'éponge aussi sur certaines peintures blanches. Là, au début, je me suis posé la question, je me suis dit, attends, les figurines, elles sont fines quand même, là, les gros marqueurs, le panel liner, je vais peut-être me galérer un peu. Non, ça passe. Mais là, ça passe, je pense, parce que désormais, je sais faire de la précision. Mais en tout cas, sachez que ça passe quand même. Parce que le marqueur, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais la peinture qui est dans le marqueur, elle est assez fluide. Au début, on se dit, attends, là, c'est quand même très fluide, ça va couler là où il faut pas. Cependant, ça coule généralement dans les creux qui entourent vos pièces métalliques. Et en fait, ça remplit l'espace très, très facilement. Et ça, une fois qu'on passe un shade dessus ensuite, ça fonctionne très bien. Donc, il y a une vraie surprise, en fait, sur la faculté qu'ont les marqueurs à pouvoir faire du détail. On fera jamais de l'hyper-détail, mais là, vous voyez, les parties métalliques de mes Necrons, c'est tout simplement toutes les rotules de membres. Vous savez, les genoux, les coudes, cette espèce de colonne vertébrale métallique qu'ils ont dans le dos. Et puis, des petits détails, tu vois, au creux de la gorge, entre les plaques, les petits tuyaux. Au début, tu te dis, attends, avec le gros marqueur, là, ça va être coton. Non. Ça passe très bien, ça passe tout en une couche. La peinture quand même très liquide qui est contenue dans les marqueurs, elle s'étale super bien, elle coule pas là où il faut pas. C'est trop bien.
Vraiment, c'est très très cool. Donc finalement, ce projet-là, il a été une belle découverte de tous ces outils. Et naturellement, l'envie m'a pris de vous en parler. De vous en parler dans une émission que je ne pensais pas aussi longue. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser également pour cette intro sans doute un peu trop énervée. Mais bon, vous savez ce que c'est. De temps en temps, il faut que ça sorte. Quand je me mets derrière un micro, il y a toujours une petite part en fait d'exorcisme qui vient m'en mêler. Et quand j'ai des émotions un peu négatives, eh bien, je vous les transmets. Voilà, je me livre brut, je me livre tout brut, défaut inclus. Voilà, c'est du pur Brother Maxou, AOP, AOC. Bon les gars, j'espère que cette émission vous aura plu. Désolé si elle a été encore un peu nébuleuse. Je pense que c'est le gros défaut de toutes les émissions beauté et bien-être parce qu'elles ne comportent pas de visuel. Néanmoins, cette émission, je l'ai pensée pour vous donner des idées. Et à vrai dire, c'est exactement ce que je fais également en présentiel au sein des formations au Rural Hammer Studio. Bien avant la technique, finalement, l'idée, c'est ça. C'est vous donner des idées, vous donner des pistes à suivre pour vous procurer en fait un exercice de la peinture de plus en plus plaisant, de plus en plus ludique, de plus en plus satisfaisant. Et je vous en remercie les gars de venir de plus en plus nombreux suivre mes formations à l'atelier de peinture. À vrai dire, ça se passe un peu comme pour les événements. Quand vous sortez de là, vous avez la banane. Et du coup, moi aussi, une banane qu'on va conjuguer à toutes les sauces pour les mois à venir. Il y a pas mal de trucs qui vont se passer. On est déjà en train de préparer massivement ce que sera le planning événementiel Rural Hammer de 2027. Croyez-moi, ça va chier. Et pour m'épauler dans tout ça, pour m'épauler dans cet exercice du hobby et surtout de l'organisation d'événements devenus désormais intenses, si vous y avez échappé, il y a le compte Tipeee de Rural Hammer qui a ouvert il y a quelques jours. Et oui, désormais, je fais ma tepu sur Tipeee. Si vous voulez savoir le pourquoi du comment ça se passe dans l'émission qui s'intitulait L'avenir sera Tupperwarp, désormais, pour que cet avenir soit bel et bien Tupperwarp, j'ai besoin d'un petit coup de main de votre part. Donc n'hésitez pas à venir donner un petit coup de pouce à la ruralité sur Tipeee. Pour l'instant, ça se passe pas trop comme je l'aurais voulu. J'aurais voulu que vous soyez nombreux à donner 1 euro ou 2 par mois. Finalement, vous n'êtes pas nombreux et de l'argent, vous en donnez beaucoup trop. N'hésitez pas à réduire la facture à l'avenir. Vous avez été généreux quand même, les gars. Donc, un merci infiniment à vous tous pour vos généreux tips sur le compte Tipeee. Je vous encourage néanmoins à les réduire à l'avenir, surtout s'il y a d'autres ruralistes qui viennent s'en mêler. Donc n'hésitez pas à venir participer à cette grande entreprise du wargame narratif hexagonal en donnant l'équivalent d'un petit café par mois. Et ça ne vous interdit pas également d'adhérer à la sacro-sainte association Rural Hammer, qui s'occupe d'événements narratifs partout. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, l'émission s'arrête là. J'ai encore d'autres trucs à dire, mais là, j'en peux plus. On s'arrête là pour cette fois. Comme je vous l'ai dit, des émissions, normalement, il y en aura tout l'été. Donc, restez à l'écoute, restez courtois. Et comme je vous l'ai dit en début d'émission, cessez de pointer du doigt et tendez un petit peu la main à tout le monde, aux agriculteurs, aux pompiers, aux infirmiers, aux professeurs, à tous ceux qui ont besoin de soutien en ces temps mais très très difficiles. C'est véritablement une période estivale difficile que nous traversons tous. Cependant, traversons-la avec bienveillance, avec la banane, avec de l'entraide. L'entraide, on va en voir de plus en plus. Moi-même, je m'y colle, on s'entraide, il faut absolument qu'on s'entraide et qu'on se parle. Et on peut parler de peinture à l'éponge, ça n'a jamais tué personne. Portez-vous bien les gars, passez quand même un bel été et on se revoit tout vite. Ciao.